Alors maintenant, passons à la mécanique quantique, si vous le voulez bien. Et voilà ce qu'on voit en général quand on regarde un corps. Par exemple, si vous regardez de l'hydrogène, hein, l'hydrogène a des raies lumineuses que vous pouvez indexer. Vous voyez, il y a des numéros en bas. Et ces numéros sont très particuliers, ils ne sont pas innocents. Hein. Vous savez que la mécanique quantique fait sortir des nombres. On a dit qu'on était retourné dans du pythagorisme, c'est-à-dire le fait que vous connaissez des nombres pour les pythagoriciens. Le monde n'est fait que de nombres. Si vous connaissez les nombres, vous êtes vous-même Dieu. Et donc, la secte pythagoricienne tenait évidemment la connaissance des nombres de manière tout à fait secrète. Et elle avait un personnage qu'elle avait mis dans un placard avec marqué « Danger, n'ouvrez pas », qui était évidemment l'irrationnel racine de 2. Parce que le racine de 2 n'était pas du tout dans la codification des pythagoriciens, parce qu'eux, ils voulaient des fractions. Du genre de 2 tiers, du genre 7 neuvième. Pas de chance pour racine de 2. Racine de 2 ne refuse obstinément de s'écrire comme une fraction. C'est ce qu'on appelle un irrationnel. Bon, irrationnel au sens, tous les sens que vous voulez. Donc racine de 2, qui est la diagonale vous savez, la brave diagonale de carré, hein, c'est simple. Vous l'avez partout, racine de 2. Bon. Et en fait, le racine de 2, il l'avait évalué avec une géométrie et il s'apercevait qu'il descendait, tout simplement parce que racine de 2, contrairement à 2 tiers, avait une infinité de décimales distinctes. Alors, il n'y avait pas de périodicité. Tandis que dans 2 tiers, vous avez une périodicité. C'est 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Donc, c'est facile. Vous avez la première, vous les avez toutes. Tandis que 1, 414, et puis la suite. Hein, ou pi, le nombre pi. 3, 14, 115, 9, etc. Hein, bon. Donc, vous voyez les difficultés qu'il y avait. Et là, du côté de la mécanique, du côté de la mécanique quantique, on avait en fait des nombres qui sortaient brutalement, qui étaient des nombres qui étaient là et qui effectivement codifiaient les atomes, et en particulier ces fichues radiations qui étaient là, qu'on voyait. Alors pourquoi ? Parce qu'évidemment, vous avez des actions avec la lumière, parce que vous êtes obligé d'éclairer votre objet pour le voir. Hein. Donc vous avez des photons, vous voyez, le photon qui arrive. Il rencontre un atome, il se met à exciter l'atome, parce que l'atome absorbe le photon, qui a une certaine énergie, et ensuite, il recrache, si je puis dire, un photon, mais un photon coloré. Et donc, vous voyez, la radiation, c'est ça, c'est le photon qui arrive, qui est malaxé par l'atome, et l'atome ressort une couleur, en quelque sorte, correspondant à cette énergie qu'il reçoit. Puisque vous savez que le gros problème de l'énergie, c'est que l'énergie ne se crée pas. Hein. Quand on vous dit on va créer de l'énergie, c'est de la rigolade. C'est le grand principe. L'énergie, il y a un principe fondamental en physique, c'est le principe de la conservation de l'énergie. Si vous avez besoin d'avoir de l'énergie, il faut que vous en dépensiez ailleurs. Hein, c'est la fameuse formule de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Du point de vue de l'énergie, c'est ça. Donc, si vous voulez avoir de l'énergie électrique, il faut que vous ayez en amont quelque chose qui vous crée de l'énergie électrique. Soit vous désintégrez des atomes, soit vous avez un barrage qui vous fait, avec une chute d'eau, qui vous fait tourner les turbines, mais de toute façon, vous aurez utilisé quelque chose pour créer votre énergie. Vous ne l'aurez pas sorti comme ça en claquant dans vos doigts. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, l'énergie ici, c'est aussi une énergie qui provient effectivement du choc de l'atome par un photon. Alors, je vous signale que vous avez des lois d'addition très curieuses à partir des raies. C'est très curieux, ça. Mais alors, vous avez une addition vous avez des indexations. C'est-à-dire, vous appelez la raie, vous l'appelez IJ, une autre, vous l'appelez JK, et alors là, vous pouvez les additionner. Ça vous donne une troisième raie. Mais si vous avez IJ et KL, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas les additionner. Et c'est là le mécanisme qui va sortir la loi, qui est en fait une loi qui va être mise par Heidelberg, avec l'aide, en fait, d'un autre personnage, qui est un personnage très important de la fin du 19e, début du 20e, qui est Hilbert. Parce que c'est en fait un calcul qu'on connaît bien, qui est un calcul qui avait été mis en place par le personnage à barbe et petites lunettes, qui est le mathématicien, pendant que le physicien qui est à côté, qui est Heisenberg, a dit « Ah mais c'est bizarre, qu'est-ce que tu en penses ?» Et Hilbert a dit « T'inquiète pas, c'est dans mes papiers, regarde. » Et à partir de là, on a donc regardé du point de vue des calculs, un nouveau calcul qui est apparu,
qui a donné lieu à une théorie, qui est donc la théorie de la mécanique quantique, qui est purement algébrique, c'est-à-dire contrairement aux petits calculs que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des calculs de variation, des choses comme ça c'était mis de côté. Donc vous avez d'une part, avec l'invariance de la vitesse de la lumière et la nouvelle géométrie d'Einstein, vous avez les tenseurs qui sortent, grosse mécanique algébrique. Et puis de l'autre côté, vous avez dans la mécanique quantique toute une série de calculs qui vont sortir et qui font des choses très étranges parce que en fait, ça devient un dictionnaire. Ce qui se passe dans la nature, vous pouvez le transférer sous forme d'un dictionnaire, c'est-à-dire ce qui se passe. Vous mesurez la vitesse, c'est ce qu'on appelle un opérateur. Vous mesurez la position, c'est un autre opérateur. Les deux opérateurs ne commutent pas, c'est-à-dire que AB n'est pas égal à BA. C'est des histoires d'algèbre, ça. C'est bizarre quand même. AB n'est pas égal à BA, tout le monde aurait dit 2 fois 4 est bien égal à 4 fois 2. Ça a toujours fait 8, donc bien. Mais là, c'est une algèbre étrange qui fait que ça ne commute pas. Quelle est la transposition de l'autre côté? Vous ne pouvez pas savoir avec la même précision là où se trouve une particule et quelle est sa vitesse. Si vous savez très bien où est la particule, vous pouvez oublier la vitesse. Si vous savez exactement sa vitesse, vous ne savez pas trop où elle est. Et ça, c'est dû simplement à un phénomène qui est le phénomène de commutation. Donc vous voyez l'étrangeté qu'il peut y avoir, et puis vous avez d'autres étrangetés, enfin dans la mécanique quantique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont ces deux personnages qui ont donné lieu à cette nouvelle algèbre, ce nouveau calcul, si vous voulez, qui est fondamental, c'est-à-dire pas de mécanique quantique si vous n'avez pas d'outils algébriques. Alors évidemment, les spécialistes d'analyse se sont vengés. Alors c'est lui, là, c'est Schrödinger qui s'est vengé. Il a pris l'équation. Alors vous voyez, une petite équation qui est en dessous, qui est assez Schrödinger. Voilà, cette équation-là, je vous signale, nous gouverne complètement. C'est-à-dire, elle vous explique tout ce qui se passe dans la matière. Ce qui est étrange. Évidemment, c'est pas trop la résoudre. On la regarde comme ça, on fait des petits trucs. Mais en fait, c'est une énigme, cette équation. Et en fait, c'est de nouveau le petit père Hilbert qui lui a dit « Mais attends, tu sais, si tu as ce calcul-là, tu as une équation différentielle. » Et c'est très curieux parce que Poincaré avait dit « De toute façon, toute science doit se terminer par une équation différentielle. » C'est-à-dire un truc avec des dérivés, des trucs, ou des variations, des machins de variations, infinitésimaux. Et là, vous avez le terminus ad quem. Ce qui pose le problème pour d'autres théories scientifiques, si vous voulez. Parce qu'une théorie scientifique, au sens d'Henri Poincaré, qui ne se termine pas par une équation différentielle, n'est pas stricto sensu une théorie scientifique. Bien, vous en avez quelques exemples. Prenez par exemple l'économie. Alors, je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler du Minet, le Minet de Schrödinger. Alors, c'est une explication du paradoxe de la mécanique quantique. Prenez un petit chat. Alors, il y en a plein, là. À Corté, il y avait tous les chats qu'on veut. Pauvre Minou, d'ailleurs. Bon, alors, celui-là, malheureusement, il va être sacrifié pour la science. Vous mettez un petit minou dans une boîte. Vous mettez dedans, vous voyez, alors vous le mettez dans la thermos, là, il y a un élément radioactif. Vous mettez un bon petit uranium bien radioactif, là. Bon. Il suffit d'ailleurs de prendre un morceau de granit, je vous signale, des monts d'Arrée en Bretagne. Parce qu'en discutant avec mes collègues physiciens à Paris, ils me disaient de toute façon, avec un compteur Gégère, tu te balades le long des trottoirs de Paris, ça fait un pip, 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 pip tout du long, parce qu'il y a c'est radioactif, ils sont tous radioactifs, les trottoirs parisiens. Il ne faut pas trop le dire, il n'y a que les physiciens qui savent ça, parce qu'ils se baladent avec leur Gégère, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin bref, vous avez un truc radioactif, vous avez le compteur Gégère à côté qui vous mesure le machin, et puis vous avez un petit appareil qui... Quand vous aurez détecté une particule qui va effectivement provenir de cette matière radioactive, qui va déclencher un marteau, qui va casser le bocal dans lequel se trouve un poison qui va tuer le pauvre chat. Alors, le problème, vous fermez la boîte, et maintenant, pour la mécanique quantique, qu'est-ce que vous pouvez dire? La mécanique quantique va vous dire que le chat, il est à moitié vivant, à moitié mort. Il y a un demi-chat vivant, un demi-chat mort. Et tant que vous ne faites pas l'expérience d'ouvrir la boîte pour savoir s'il est vivant ou mort, vous ne pouvez pas savoir. Il est à moitié vivant, à moitié mort. Et ça, c'est un phénomène très classique en mécanique quantique, c'est-à-dire vous avez deux états qui cohabitent en permanence. Et c'est le paradoxe de ce qu'on appelle le chat de Schrödinger, c'est-à-dire, pauvre chat, il est coupé en deux, quoi. Il y a un bout qui est mort et le bout qui n'est pas mort. Et suivant les cas, il sera vivant ou mort. Vous allez me dire, évidemment, il suffit d'ouvrir la boîte. D'accord, vous dira le spécialiste de mécanique quantique. Mais vous faites une expérience.
C'est exactement comme si vous voulez savoir si un électron, par exemple, est une onde ou une particule. Vous envoyez un canon d'électrons, prenez simplement une télévision, c'est un canon à électrons. Hein. Et vous mettez un écran pour savoir si les électrons passent par un trou ou par un autre. Si vous laissez faire, vous allez avoir un phénomène ondulatoire, vous allez avoir des ronds derrière. Si vous commencez à vouloir éclairer pour voir où est passé l'électron, toc, ils vont redevenir des particules. Donc, il va y avoir comme des boulets de canon. Donc, vous allez avoir deux tâches, d'accord ? Une tâche correspond au premier trou, une tâche au deuxième trou, mais absolument pas de phénomènes qui sont des phénomènes d'anneaux, hein, qui sont des anneaux correspondant à une diffusion de lumière, comme on la connaît bien. Donc, la mécanique quantique vous dit, dès que vous êtes en train de faire quelque chose, vous modifiez la nature, ce qui a donné lieu à toute une théorie sur l'interaction entre les êtres, enfin entre les expérimentateurs et la matière, en disant le réel est voilé et on ne peut en fait ne voir que ce que l'on veut bien que la nature nous dise, c'est-à-dire en fonction de l'expérience que l'on fait. Et donc, en fait, pour certains même, c'est pire que ça, on crée la réalité. J'avais des collègues aussi qui étaient des jusqu'au-boutistes qui disaient tant que je ne marche pas sur le trottoir n'existe pas. C'est moi qui crée le trottoir par l'expérience que je fais avec mes pieds de marcher sur le trottoir. Évidemment, vous pouvez dire ils étaient un peu schizophrènes. Bon, enfin bref. Donc voilà, c'est Haroche, hein, notre prix Nobel, qui est en train de capter des photons. Il les capte un par un. Il y a une boîte. Et c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel. Je vous conseille de regarder. Attendez, il y a une... Voilà donc un des sites de Serge Haroche qui est très intéressant, qui vous montre comment il fait pour attraper les photons, comme si vous voulez. C'est une petite leçon de mécanique quantique, si ça vous amuse. Donc vous avez donc je vais remonter. Donc le voilà avec un de ses étudiants à l'école normale. Et donc, vous avez un autre personnage qui est derrière et qui explique en fait tout ça, c'est Feynman. Alors Feynman est un des, peut-être le plus grand physicien, très peu connu d'ailleurs, enfin je ne sais pas, faisant un sondage, qui a entendu parler de Feynman. Peu de personnes apparemment, enfin quelques-uns quand même. Bon. Donc Feynman est un cas, si vous voulez, c'est un personnage extraordinaire. Là, il y a un petit bouquin à lire pour ceux qui veulent faire un peu d'anglais, c'est un petit bouquin sur son enfance avec son père qui lui posait des questions qui étaient des questions qui le désarçonnaient. Et donc, il lui avait offert un petit chariot avec une balle. Bon, puis alors il tire le chariot, la balle recule. Il lui dit pourquoi elle recule et pourquoi elle n'avance pas avec le chariot. Petit gamin, et puis de penser. Hein. Bon. Et donc, tout est comme ça, enfin, si vous voulez, avec lui. Donc, il a écrit un petit livre qui avait été suite à une interview qui était « Surely you are joking, Mr. Feynman ». Certainement, vous êtes en train de nous raconter des blagues, hein, Feynman. Donc Feynman est devenu professeur à Caltech, à l'Institut de Californie, de technologie de Californie, et il entrait dans son cours toujours avec un tambour. Il jouait du tambour en entrant. Évidemment, ça met de l'ambiance. Hein. Vous imaginez vos profs qui arrivaient avec des tambours, là, bam, 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 bam. Simplement, une fois qu'il avait fini de taper sur son tambour, il disait « Attendez, est-ce que vous pouvez calculer la forme du tambour simplement en écoutant la fréquence que vous avez eue dans l'oreille ?» Alors là, évidemment, il y avait un silence de mort, parce qu'évidemment, après le tambour, on s'est dit, c'est rigolo, on va faire la foire, etc. Pas de chance, parce que là, on retombait dans des questions très sévères. Hein? Can you hear the shape of a drum? Pouvez-vous entendre la forme d'un tambour? C'était une de ces questions. Donc, Feynman a été un des grands maîtres de la mécanique quantique, et en particulier, il a expliqué des phénomènes qui étaient des phénomènes liés aux particules. Donc, vous voyez, vous avez un positron, un électron. Voilà les particules, l'antiparticule. Hein, l'antimatière a été trouvée par Dirac parce qu'il a trouvé qu'une équation n'était pas assez symétrique. Alors, il a trouvé, oui, je rajoute un petit truc, j'ai retourné ça. Un petit truc. C'était exactement ce que faisait Rocard, le père de Rocard. Vous savez, notre homme politique. Son père était un physicien qui était à l'école normale du temps où j'y fus, où je traversais un peu les couloirs. Et alors, il faisait des cours de physique. Et alors, c'était très marrant parce qu'il ne savait pas trop si c'était plus ou moins les signes dans les équations. Alors, il disait non, il y a du frottement, là, c'est moins. Donc, il était comme ça. C'est l'intuition du physicien qui dit non, on ne peut pas être un plus à cette équation, c'est pas possible. Donc, il changeait les signes. Même chose
pour Dirac. Dirac a dit non, il manque un truc, c'est pas assez beau, je vais le changer. Et le fait que l'équation n'était pas assez belle pour elle, c'est l'équation de Schrödinger. Il n'a pas trouvé suffisamment belle, il l'a remodifiée un peu. Il a trouvé qu'il y avait des solutions qui étaient des solutions étranges qu'il a appelées antimatière. Et on a détecté cette antimatière dans les grandes expériences du CERN à Genève. Donc c'est très curieux parce qu'il y a eu plusieurs exemples d'éléments de calcul qui ont précédé des découvertes dans le CERN. Idem, le boson de Higgs. Vous savez, monsieur boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est ça. C'est-à-dire, la théorie ne devenait cohérente qu'à partir du moment où on était capable d'expliciter le fait que les particules prennent une masse. C'est-à-dire la masse n'est pas intrinsèque, elle est extrinsèque. C'est simplement parce que vous frottez dans une espèce de marais et vous avez de la bouillasse sur les pieds que vous allez gagner de la masse. C'est comme ça qu'elles attrapent leur masse, les pauvres particules. Elles tremblent dans un champ de boson de Higgs. Vous vous rendez compte si c'est poétique. Et c'est à partir de là qu'on a effectivement mis en place cette énorme expérience du CERN qui ont permis de détecter ces bosons qui ont été trouvés il n'y a pas très longtemps. Enfin, on est à peu près sûr à 98%, parce qu'il y a toujours une erreur mais on est à peu près sûr qu'on les a trouvés. Donc bref, matière-antimatière trouvée par Dirac, simplement pour des histoires d'équations, et donc vous voyez, les deux se rencontrent et ça fait un photon. Plop, 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 plop. Mais le photon se redésintègre et il redonne un positron et un électron. Mais en fait, le positron, vous voyez, qui descend comme ça, parce que vous imaginez que c'est l'échelle du temps qui est comme ça. S'il descend, ça veut dire qu'il remonte le temps. Et oui, parce que l'antimatière est peut-être considérée comme une sorte comme des particules qui remontent le temps. Alors vous imaginez, les auteurs de science-fiction, qu'est-ce qu'ils s'en donnent à cœur joie, Un peu d'antimatière et vous remontez le temps, etc. Mais le temps des particules, évidemment, pas tout à fait notre temps. C'est pas la même. C'est un temps très, très, très particulier, si je puis dire. Donc le voilà, notre cher Feynman, vous voyez, avec ses tambours. Il est absolument impossible de séparer Feynman de ses tambours. Et vous avez en fait la grande recherche contemporaine qui est liée en fait à ce personnage que vous connaissez peut-être pas, ou peut-être que vous avez peut-être rencontré une fois et encore. C'est Alain Cohn, qui est un de mes collègues de Sorbonne, qui est une de nos médailles Fields, et qui est le promoteur de ce qu'on appelle la géométrie non commutative. Et cette géométrie non commutative est celle qui apparemment va permettre d'avancer sérieusement dans ce qu'on appelle la grande unification, c'est-à-dire le fait que mécanique quantique et la théorie de la relativité qui ne se supportent pas. Pourquoi ne se supportent-elles pas? À cause de la vitesse de la lumière. Parce que pour Einstein, pas possible d'aller plus vite que la lumière. Et la mécanique quantique vous donne des expériences qu'on appelle l'expérience d'Einstein-Pogelsy-Rosen, qui est l'expérience suivante. Vous prenez une particule, vous la cassez en deux, vous en envoyez une sur la Lune, un des morceaux sur la Lune, vous en gardez un devant vous, vous chatouillez celui qui est devant vous, et celui qui est sur la Lune va éclater de rire instantanément. Donc vous avez une transmission d'informations instantanée. Instantanée. Donc plus vite que la lumière. Et ça, c'est un paradoxe. Bon, ça a donné lieu à une formidable expérience à Orsay par Aspect, qui est un de nos nobelisables, vraisemblablement à la prochaine fournée, qui a donc mis en évidence cette cohérence entre les particules, cette indissociabilité des particules élémentaires, c'est-à-dire qu'une particule qui est coupée en deux, elle garde une information des deux. C'est un peu le chat qui est un peu demi-vivant, demi-mort. Il garde l'information qui reste un chat. C'est la même chose. Et donc, ces particules ont des activités, si vous voulez, qui sont très étranges et qui ne sont pas cohérentes avec la mécanique relativiste. Donc, il faut trouver une superphysique. Et donc, ce personnage que vous voyez là, qui est Alain Cohn, qui est prof au Collège de France, évidemment, cherche, avec un certain nombre d'autres dans le monde, avec lui une position qui est une position de géométrie non commutative. Donc, il faut pas que vous oubliez les trois, là. On en a parlé aujourd'hui. Nous avons parlé de Newton, nous avons parlé d'Einstein, nous avons parlé de Feynman, ce sont les rockstars de la physique. Je pense que ça vous marquera un peu. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que mon discours de la physique n'a pas été comme les Shadocks. Voilà, merci.